On ne peut donc prendre le parti décisif de déclarer la guerre à Venise. Première parce qu'on n'avait pas le droit, deuxième parce que cela n'était pas conciliable avec le projet de porter la guerre en Allemagne sans délai. L'épisode de Venise pouvait devenir une affaire principale qui eût fait manquer la grande affaire de Vienne. Il faut donc se résoudre vis-à-vis des Vénitiens. À de simples précautions militaires, on était sûr de Brescia et de Bergame et de tous les pays sur la rive droite de l'Adige. Ces troupes occupaient les citadelles des sud de ville. Vers un mois bien disposé fut contenu non seulement par ces châteaux bien approvisionnés, mais encore par le vieux palais sur la rive droite, confit d'armée, qui devint une véritable citadelle au milieu de la ville, et rendit maître absolu des trois ponts de pierre. Toutes les troupes qui avaient été employées à l'expédition contre le pape furent destinées à former une réserve qui s'y entrait sur Vérone et se porterait partout où il serait nécessaire. Napoléon, au moment d'ouvrir la nouvelle campagne, est toujours plus inquiète de la direction des affaires de Venise, ayant le pressentiment de quelques machinations secrètes de la part du Sénat, résolu de tenter une nouvelle affaire de négociation et voulu avoir un entretien avec Pesaro, le chef du parti autrichien, qui dans ce moment conduisait toutes les affaires de la République. Pesaro peignit l'état critique de la République, les mauvais esprits des peuples, les plaintes légitimes contre Brescia et Bergame et leurs partisans dans les autres provinces de la terre ferme. Il dit que ces circonstances difficiles exigeaient des mesures fortes de la part du Sénat et des armements extraordinaires qui ne devaient causer aucun ombrage au général français, que le Sénat était dans l'obligation de faire des arrestations de Venise et dans la terre ferme. Et qu'il serait injuste de qualifier de rigueur contre les partisans de la France, ce qui n'était de la part du Sénat que la juste punition des citoyens turbulents qui voulaient renverser les lois de leur pays. Le général français ne dit convainc par de la situation critique de Venise et sans perdre son temps à en discuter les causes, il aborda franchement les faits. Voulez-vous arrêter ce que vous appelez vos ennemis et que nous appelons nos amis? Vous mettez en place des personnes connues pour la haine qu'elles nous portent et par leur liaison avec les Autrichiens, vos troupes s'augmentant, elles marchant, disent-elles contre les Jacobins. Que vous reste-t-il à faire pour que nous soyons en guerre? Une guerre contre la France ferait votre entière et prompte ruine. Vainement vous compteriez sur le prince Charles, votre calcul serait faux. Je le battrai et le chasserai de l'Italie avant 8 heures. Il est un moyen de sortir de la situation pénible où nous sommes. Je veux terminer vos angoisses. Je vous offre l'alliance de la République. Je vous garantirai tous vos états de terre ferme. Même votre autorité dans Brescia et dans Bergame. Vous déclarez la guerre à l'Autriche et vous me donnerez 10 000 un peu contingent. Je crois convenable de mettre dans les livres les principales familles de la terre ferme. Mais je n'en fais pas une condition sine qua non. Retournez à Venise, faites libérer le Sénat et venez signer un traité qui seul peut sauver votre patrie et nous mettre d'accord. Pesaro s'était fort avancé, il avait besoin de gagner du temps. Il avoua la sagesse du projet et partit pour Venise en promettant de venir avant 15 jours. Pendant cet intervalle,
Il se passait bien des événements. Le 13 mars, l'armée française passa la Piave. Aussitôt que Pizarro en fut instruit, il expédia à Bergame l'ordre de faire arrêter et traduire devant le conseil des 14 des principaux citoyens de cette ville, c'étaient les chefs du parti patriotique. Mais ceux-ci, prévenus par Aucumi de Venise, qui était de leur parti, intercepteront le courrier peut-être de cet autre, arrêteront le provocateur lui-même et proclameront la liberté de Bergame le 14 mars. Ils envoyeront au général français pour l'en prévenir des députés qui ne pourront l'attendre que sur le champ de bataille du Tagliamento. Cet événement le contraria beaucoup, mais il était sans remède. Les Burgonasques s'étaient déjà fédérés avec Milan, capitale de la République lombarde, et Bologne, capitale de la République transpadane. La même révolution s'opéra peu de jours après à Salo et à Brescia. Les 2000 esclaves qui étaient dans cette dernière ville furent désarmés. Le provocateur bataille fut respecté, mais renvoyé à Vérone. Pesaro revint comme il l'avait promis. Il rejoignit le général français à Palmanova. Le prince Charles avait été battu sur le Tagliamento. Palmanova avait ouvert ses portes et les drapeaux français flottaient en Ontario au-delà de l'Isonzo sur le sommet des Alpes nordiques. Et j'ai tenu parole, dit Napoléon. Le territoire vénitien est couvert de mes troupes. Les Allemands fuyant devant moi, je serai ce peu de jours en Allemagne qui veut votre république. Je lui ai fait l'alliance de la France. L'accepta-t-elle? Non, dit Pizarro. Venise se réjouit de votre triomphe. Elle sait bien ne pouvoir exister que par la France, mais fidèle à son antique et sage politique, elle veut rester neutre. D'ailleurs, à quoi pourrions-nous être bons, nous, sous Louis XII, sous François Ier, nous pouvions être de quelques poids sur le champ de bataille, mais aujourd'hui, avec des armées si immenses, avec des populations entières sous les armes, quel cas pourriez-vous faire de nous, sécures? Il le faut bien, dit Pizarro. Brescia et Bergame ont levé l'étendard de la rébellion. Nos fidèles sujets sont menacés à Crema, à Chiari, à Vérone. Venise même est agitée. Eh bien, lui répondit le général français, tout cela n'est-il pas une raison de plus peu accepter les propositions que je vous ai faites? Elles termineront tout, mais votre destinée vous entraîne. Toutefois, songez-y, les moments est plus décisif pour votre république que vous ne pensez. Je laisse en Italie plus de force qu'il n'en faudrait pour vous soumettre. Je quitte l'Italie pour m'enfoncer en Allemagne. S'il y avait sur mes derrière des troubles par votre faute, si mes soldats étaient insultés pour l'imposition que vous donnez au vôtre contre les Jacobins, ce qui n'a pas été un crime quand j'étais en Italie, on serait irrémissible sitôt que je serai en Allemagne. Votre République cesserait d'exister. Vous auriez prononcé sa sentence. Si j'ai à me plaindre de vous, vainqueur ou vaincu, je ferai la paix à vos dépens. Pizarro, comme on le croit bien, s'étendit en vœu, en justification, protestation, et l'on se sépara. Les propositions faites par le général français avaient été vivement discutées dans le Sénat et rejetées. À quoi aboutirait une telle alliance, avait-on dit, à perdre nos 10 000 esclaves? Au premier combat, au premier triomphe, ils ne seraient plus à nous. Napoléon leur donnerait des honneurs, des récompenses, il les enlèverait infailliblement
aveuglement par cette magie qui toujours enchaîne le soldat au général qui les fait vaincre. Ils s'arrêteront donc l'alliance de l'Autriche et demanderont à l'envoyé qui avait à Venise de conclure, malgré la défaite du prince Charles. C'est ainsi que cette antique république aurait aveuglement à sa perte et était la dupe de la politique traîtresse et machiavélique de Vienne. L'autant nommé commandant de la levée tyrolienne qui s'était retiré à Innsbruck devant Joubert ne le vit pas plutôt engagé dans les Putersau qui rentra dans le Tyrol pour continuer l'organiser son instruction et suivre les petits corps d'observation français qui se retiraient sur les débouches de l'Italie pour protéger Vérone. Laudon avait peu de force. Presque tous ceux qui avaient été opposés à Joubert avaient eu osé défiler en toute hâte pour rejoindre le prince Charles. Ce mouvement dans le Tyrol était donc de peu de conséquences. Il avait été calculé par Napoléon, qui avait préféré avant tout avoir la totalité de ses troupes sous la main. L'autant avec l'activité et l'adresse qui caractérisent un partisan inonda le pays de proclamations et de nouvelles. Il répondait que les armées du Rhin, de Sambre-et-Meuse, ayant voulu passer le Rhin, avaient été écrasées, que le Tyrol avait été le tombeau des Français, que l'armée de Joubert avait péri. Il exhortait les Vénitiens et toute l'Italie à une révolte générale et à se lever en masse sur le derrière des Français. Dans le même moment, et les mêmes nouvelles répandues par les amis de Pesaro parvenant de Venise, elles arrivaient donc par deux sources différentes et durant s'accréditer facilement dans tous les États vénitiens. Autant plus que l'année dernière, les armées du Rhin avaient eu un pareil échec. À Brescia et Bergame, où les partisans de la liberté étaient les plus forts, ils priront aussitôt les armes, se concerteront avec les gouverneurs français et envoyeront des députations à Milan, à Modène, à Bologne, afin de se soutenir mutuellement.